Jimmy. Andrew Michael était l'une de ces personnes dont la vie semblait, à première vue, être un modèle de réussite et de stabilité. Il est né le 20 février 1962 à Morgantown, en Virginie occidentale, dans la famille de Dennis et Ruth Michael. Ayant grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait, Jimmy a été entouré d'aidés en enfance par l'amour et l'attention de sa famille. Ses parents, qui l'ont soutenu à chaque étape de sa vie, ont toujours rêvé qu'il devienne un homme accompli, qui ferait leur fierté et celle de la communauté locale. Après avoir terminé ses études secondaires, Jimmy est entré à l'université et a choisi de devenir thérapeute respiratoire. C'est en travaillant au Ruby Memorial Hospital qu'il a rencontré Stephanie Estelle, également thérapeute respiratoire. Le courant est immédiatement passé entre eux et ils sont rapidement devenus non seulement collègues, mais aussi partenaires dans la vie. Leur mariage était l'incarnation même du couple idéal aux yeux de leur entourage. Jimmy et Stephanie travaillaient côte à côte à l'hôpital. Tous deux étaient des professionnels expérimentés et hautement qualifiés, ce qui renforçait leur conviction que leur vie serait réussie et stable. Ensemble, ils ont élevé 2 enfants, Jacob Theu et Jana Catherine, et leur vie semblait parfaite. Ils étaient des personnes auxquelles on pouvait s'identifier et leur famille était un exemple à suivre. Leur maison était confortable et l'atmosphère y était chaleureuse et attentionnée. Ils avaient tout dans la vie, l'amour, la stabilité et une carrière. Jimmy et Stephanie consacraient beaucoup de temps à leurs enfants, se détendaient ensemble et faisaient des projets pour l'avenir. Alors que leur vie professionnelle était florissante, leur vie privée semblait également harmonieuse. Cependant, comme c'est souvent le cas, derrière cette image idyllique se cachaient des problèmes dont personne n'avait conscience. Malgré cette apparence harmonieuse, des tensions ont commencé à apparaître entre Jimmy et Stephanie. Leurs ambitions professionnelles, leurs emplois du temps chargés et leur mécontentement croissant l'un envers l'autre ont progressivement miné leur relation. Au fil des ans, ils ont de plus en plus senti qu'ils ne pouvaient pas être heureux ensemble et, même s'ils restaient de bons collègues et partenaires de travail, leur vie privée a commencé à se fissurer. À l'automne 1998, leur mariage a pris fin et le couple a divorcé. Le divorce a été un moment difficile pour Jimmy, mais il était déterminé à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Peu après son divorce, il a rencontré Michelle Shelley Goods, une femme très différente de son ex-femme. Shelley était non seulement une femme séduisante et charismatique, mais aussi une professionnelle de santé accomplie. Elle travaillait dans l'unité de soins intensifs pédiatriques du Ruby Memorial Hospital. Et, tout comme Jimmy, elle était entièrement dévouée à sa carrière. Shelley était la femme qui pouvait redonner à Jimmy l'espoir d'être heureux. 8 mois après son divorce, en 1989, Jimmy et Shelley se sont mariés. Leur mariage a marqué un nouveau départ dans la vie de Jimmy et, comme dans son précédent mariage, il a construit sa vie autour de son travail et de son amour. Le couple a emménagé dans une nouvelle maison sur Killarney Drive, à quelques minutes de l'hôpital. C'était une maison qui symbolisait un nouveau départ pour eux deux. Shelley était heureuse et Jimmy, malgré son lourd passé, semblait plus sûr de lui. Ensemble, ils ont commencé une nouvelle vie et ont tout fait pour créer une famille parfaite. Shelley était une femme qui accordait beaucoup d'importance à l'image d'une vie de famille idéale. Elle était fière que Jimmy et elle construise une famille stable et exemplaire. Les parents de Jimmy se souvenaient que Shelley disait souvent qu'elle voulait que tout le monde pense qu'elle et Jimmy formaient une famille idéale. C'était extrêmement important pour elle, car elle était arrivée dans ce mariage avec 2 enfants d'un précédent mariage, et Jimmy était lui aussi parent. Vivre avec les enfants de leurs 2 mariages semblait à Shelley un pas vers la construction de cette vie idéale qu'elle aspirait tant à créer. Jimmy et Shelley voulaient vraiment être heureux dans le peine, et leur vie semblait être l'exemple parfait de l'harmonie. Après avoir quitté son emploi, Jimmy a lancé sa propre entreprise de fabrication de produits médicaux, Mountaineer Home Medical. Cette entreprise est devenue un nouveau cap dans leur vie, et Jimmy pouvait désormais être auprès de sa famille tout en développant sa carrière dans sa propre entreprise. Shelley et lui ont commencé à passer plus de temps ensemble avec leurs enfants, et chaque week-end était rempli de joie et de moments en famille. L'une des activités préférées de Jimmy était son expérience d'entraîneur. Pendant son temps libre, il entraînait l'équipe de football de l'école Peavy. Cela lui apportait non seulement de la satisfaction,
mais lui permettait également de mener une vie saine et d'interagir avec des adolescents, ce que Jimmy avait toujours apprécié. C'était un homme qui croyait en l'importance de l'activité physique, et l'entraînement était pour lui un moyen, non seulement d'enseigner des leçons de vie importantes aux enfants, mais aussi de rendre sa vie plus riche. Shelly, quant à elle, continuait à travailler à l'hôpital et entraînait l'équipe de soutien. C'était une personne qui inspirait les autres à réussir et qui se réjouissait de ses propres réalisations professionnelles. Leur maison était toujours pleine de joie, leur vie était remplie d'activités, de succès professionnels et de projets d'avenir. À première vue, la vie des Mike était l'incarnation même de ce à quoi aspiraient beaucoup de gens. Une famille, le succès, la stabilité, tout semblait à sa place. Cependant, malgré tout cela, cette image idyllique cachait de nombreux détails qui allaient influencer le cours des événements, mais personne ne le savait encore. Ils suivaient tout leur chemin, espérant le meilleur, fondant une famille qui semblait avoir tout pour elle. Et c'est peut-être là que résidait leur erreur, croire trop à l'idéalité de leur vie. Le 21 novembre 2005 a commencé comme une matinée ordinaire dans la maison de Killarney Drive, où Jimmy et Shelly Michael construisaient leur vie. Shelly, comme d'habitude, est partie travailler au Ruby Memorial Hospital, où elle travaillait dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. Ce jour-là, son emploi du temps ne laissait présager aucun malheur et elle comptait, comme toujours, passer quelques heures à faire son travail de routine. Jimmy, quant à lui, restait à la maison pour se reposer après un emploi du temps chargé et de nombreuses réunions professionnelles. La matinée avait commencé tranquillement. Shelly se souvient avoir laissé son mari dormir, sans se douter que cette matinée allait bouleverser leur vie à jamais. Le temps passait et Shelly continuait sa journée. Elle est arrivée au travail vers 6h10 et s'est rapidement mise au travail. Tout semblait normal et ne laissait présager aucun malheur. Cependant, vers 10h30, son monde s'est effondré. Elle a reçu un appel d'une connaissance qui lui a annoncé la terrible nouvelle. Sa maison était en feu. Shelly, n'en croyant pas ses oreilles, s'est immédiatement précipitée vers la sortie, sans prendre le temps d'informer ses collègues de ce qui s'était passé. Toutes ses pensées étaient tournées vers sa maison, vers Jimmy. Elle se souvient avoir immédiatement imaginé le pire, mais elle a essayé de se calmer. Cependant, plus elle s'approchait de chez elle, plus la menace de perdre tout ce qu'elle et Jimmy avaient construit depuis si longtemps devenait réelle. L'angoisse grandissait dans son cœur et les pensées sur ce qui était arrivé à son mari ne la quittaient pas. Lorsque Shelly arriva sur les lieux, elle fut accueillie par les pompiers qui venaient de maîtriser les flammes. Entre-temps, tout ce qui restait de sa maison était recouvert de fumée et de traces de destruction. L'air était lourd et imprégné d'une odeur de brûlé, et Shelly ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tout était enfumé et, paniquée, elle essayait de savoir où était Jimmy. Son cœur se serrait de peur et elle l'appelait désespérément, mais il ne répondait pas. Les pompiers et les enquêteurs se sont immédiatement mis au travail pour déterminer les causes de la tragédie. Comme le feu était assez intense et qu'il a été rapidement maîtrisé, les pompiers n'ont pas pu manquer de remarquer qu'il ne restait que de légères traces de feu dans la maison. Cela signifiait que Jimmy n'était pas mort de suffocation ou de brûlure, mais d'autre chose. Les pompiers ont immédiatement signalé ce fait à la police et une équipe supplémentaire d'enquêteurs a été appelée sur les lieux. Une fois les flammes complètement éteintes, la police a commencé à inspecter minutieusement les lieux. Après avoir aéré les lieux, ils ont remarqué qu'il n'y avait aucun signe évident indiquant que l'incendie était accidenté. En même temps, les pompiers ont remarqué des traces inhabituelles indiquant que le feu avait pu être allumé à l'aide d'un accélérateur. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un incendie domestique ordinaire, mais d'un crime délibéré. Lorsque les policiers ont commencé leur inspection, ils ont remarqué des anomalies dans l'état du corps de Jimmy. Bien que son corps ait été partiellement carbonisé, les traces sur sa peau, l'absence de suie dans ses voies respiratoires et l'absence de contraction musculaire malgré la température élevée étaient très inquiétantes. Ces informations ont immédiatement été transmises à des laboratoires d'expertise pour une analyse plus approfondie. Une fois le corps de Jimmy transporté pour expertise, les criminologues ont rapidement confirmé qu'il n'était pas mort des suites de brûlures, mais d'un empoisonnement. Une analyse toxicologique a révélé la présence dans son sang d'une dose mortelle de rocuronium, un relaxant musculaire qui n'est pas accessible au grand public et qui ne peut être utilisé que dans des établissements médicaux,
tels que les hôpitaux. Cette découverte a marqué un tournant dans l'enquête. Le coroner a confirmé que Jimmy était mort de cette dose avant que le feu ne l'enveloppe complètement. Cela constituait une preuve irréfutable que l'incendie était d'origine criminelle et que quelqu'un avait peut-être délibérément ôté la vie à Jimmy avant de mettre le feu. Shelly Michael, la femme du défunt, a été la première personne à attirer l'attention des enquêteurs. À première vue, elle semblait être une femme typique qui avait perdu son mari dans un accident tragique, et son comportement dans les premières heures qui ont suivi la découverte de l'incendie n'était pas différent de celui de la plupart des victimes. Comme on pouvait s'y attendre, elle était bouleversée et choquée par la nouvelle de l'incendie de sa maison. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, son comportement et certaines anomalies dans son récit ont commencé à éveiller les soupçons. Au début, comme toute personne confrontée à une tragédie, Shelly était préoccupée par l'état de son mari et par ce qui arrivait à sa maison. Elle s'est immédiatement précipitée sur les lieux, mais un détail de son comportement a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Le détective Paul Mezzanotte, qui était sur les lieux, a remarqué que Shelly ne réagissait pas comme une personne qui venait de perdre un être cher. Elle ne versait pas de larmes et ne montrait aucun signe de peur ou de douleur, ce qui aurait été normal dans une situation aussi tragique. Au contraire, elle semblait plus calme que ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part d'une femme dont le bonheur familial venait d'être détruit en un instant. Ce fut la première observation importante qui attira l'attention des enquêteurs sur son comportement. Peu après l'incident, Shelly a fait plusieurs déclarations qui ne correspondaient pas non plus aux images enregistrées par les caméras de surveillance. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas quitté l'hôpital depuis 6 heures du matin, lorsqu'elle avait pris son service, jusqu'au moment où elle avait été appelée sur les lieux de l'incendie. Cependant, les enregistrements des caméras de surveillance ont montré qu'entre 8 et 28, elle était absente de l'hôpital, à un moment où l'incendie aurait pu déjà se déclarer. Cela a constitué un élément important dans l'enquête, et les enquêteurs ont commencé à soupçonner Shelly de cacher la vérité. Les enquêteurs ont également commencé à recueillir des informations sur Shelly et sa vie avant la tragédie. Tout semblait assez normal. Shelly était infirmière dans l'unité de soins intensifs pédiatriques du Ruby Memorial Hospital, et Jimmy était un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une entreprise de fabrication de produits médicaux. Mais lorsqu'ils ont commencé à fouiller dans leur vie privée, ils ont découvert un autre élément clé, la liaison de Shelly avec Bobby Tate, un coursier travaillant pour l'entreprise de Jimmy. Cette découverte ne signifiait pas qu'il était directement impliqué dans le crime, mais elle ouvrait une nouvelle fenêtre sur des relations personnelles qui auraient pu constituer un mobile pour le meurtre. Bien que Tate ait rapidement été écarté des suspects, ayant réussi à prouver qu'il se trouvait dans l'entrepôt le jour du drame, les enquêteurs ont commencé à examiner de près la relation entre Shelly et son mari. Il a été établi que Shelly avait tenté de dissimuler non seulement sa liaison, mais aussi d'autres détails de sa vie privée. Il s'est avéré par la suite qu'elle avait fait plusieurs fausses déclarations et tenté de dissimuler le fait qu'elle avait un motif financier lié à la police d'assurance vie de Jimmy, d'un montant d'1 demi-million de dollars qu'il avait souscrite peu avant sa mort. Mais la preuve la plus importante a été fournie par l'expertise. En février 2006, l'analyse toxicologique du sang de Jimmy a révélé qu'il était mort d'un empoisonnement au rocuronium, un relaxant musculaire utilisé exclusivement dans les hôpitaux. Cette substance n'est pas accessible au grand public et il s'agit d'un médicament spécialisé qui ne peut être utilisé que par des établissements médicaux. Ce fait a confirmé que Shelly pouvait avoir accès à ce médicament en tant que professionnel de santé. De plus, le rocuronium a été détecté à une concentration suffisamment élevée pour provoquer la mort. Cela a été un élément clé, car cela indiquait que Jimmy était mort bien avant que le feu ne l'enveloppe. C'est à ce moment-là que l'enquête a commencé à prendre forme. Les soupçons qui avaient surgi immédiatement après l'incendie se sont transformés en preuves. Shelly a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré et d'incendie criminel. Tout indiquait que ces actes étaient prémédités et qu'elle avait planifié chaque étape de son crime afin d'éliminer son mari et toucher l'argent de l'assurance. De plus, il a été découvert que Shelly avait tenté de couvrir ses traces, menti sur l'heure à laquelle elle s'était absentée et caché sa relation avec Bobby Tate, ce qui ne laissait aucun doute quant à sa culpabilité. Malgré toutes les preuves, Shelly a continué à clamer son innocence. Elle a proposé plusieurs versions des faits
y compris une théorie absurde selon laquelle Jimmy aurait pu se suicider en prenant un médicament avant d'incendier la maison. Cependant, aucune de ces versions n'était étayée par des faits. Et à chaque interrogatoire, ces déclarations devenaient de moins en moins convaincantes. Malgré les tentatives de Shelley pour détourner les soupçons, l'enquête s'est concentrée sur son rôle dans le crime. Compte tenu de toutes les preuves recueillies et de ses tentatives absurdes pour se disculper, il est devenu évident qu'elle était la principale responsable de la tragédie. Peu après, en février 2006, elle a été officiellement arrêtée et accusée de meurtre au premier degré et d'incendie criminel, et son affaire a été renvoyée devant les tribunaux. Le procès de Michelle Shelley Michael a débuté en juillet 2007, près de 2 ans après que Jimmy Michael ait été retrouvé mort chez lui, victime d'un meurtre prémédité. Le procès a attiré l'attention tant des habitants que des médias, car toute cette histoire, qui semblait au départ être une tragédie, s'est rapidement transformée en véritable intrigue policière mêlant manipulation, mensonge et cupidité. Shelley, accusée du meurtre de son mari et de l'incendie, était déterminée à prouver son innocence. Tout au long du procès, ses avocats ont tenté de démanteler les accusations et de semer le doute sur la version de l'action. Ils ont soulevé la question du délai, affirmant que le feu n'aurait pas pu se propager aussi rapidement que l'avaient décrit les enquêteurs. Les avocats de Shelley ont fait valoir que si l'incendie avait vraiment été aussi intense que le prétendait l'accusation, les habitants de cette rue animée l'auraient certainement remarqué bien avant que les pompiers n'arrivent sur les lieux. Cet argument a été étayé par de nombreuses questions concernant la manière dont l'incendie s'était propagé et ce qui avait pu provoquer une combustion aussi longue et cachée. Selon les avocats de la défense, si le feu avait pris dans toute la maison et s'était propagé aussi rapidement que cela avait été supposé, les témoins des maisons voisines auraient forcément remarqué de la fumée ou des flammes. Cela a suscité quelques doutes chez les partisans de l'accusation, mais les procureurs ont fourni une explication claire. Selon eux, il s'agissait d'un incendie sans oxygène, ce qui signifie que le feu a d'abord brûlé dans une zone confinée, où il n'y avait pas suffisamment d'oxygène pour alimenter une flamme importante. Cela expliquait pourquoi aucune flamme importante n'était visible depuis la rue, et pourquoi le feu ne s'était propagé qu'à un stade avancé. Les procureurs ont indiqué que dans certains cas de ce type, le feu couve pendant un certain temps sans se propager à l'extérieur de la maison, jusqu'à ce qu'il atteigne une puissance suffisante pour provoquer des flammes visibles. Ce processus pourrait expliquer pourquoi l'incendie n'a pas immédiatement attiré l'attention des voisins et pourquoi il s'est limité à la zone initiale. Les procureurs ont également souligné que le mobile du crime était une police d'assurance vie d'1 demi-million de dollars que Jimmy avait souscrite peu avant sa mort. Cette information a joué un rôle clé dans l'inculpation de Shelley. Dès que les enquêteurs ont établi qu'elle pouvait toucher une somme importante après la mort de son mari, de plus en plus d'indices ont montré que ces actes étaient motivés uniquement par des intérêts financiers. Alors que Shelley affirmait ne rien savoir de cette police, les arguments des procureurs semblaient assez convaincants, surtout compte tenu de sa situation financière et de son désir constant de stabilité et de luxe. Tout au long du procès, Shelley a nié avec insistance toute implication dans la mort de son mari. En larmes, elle a donné sa version des faits, qui semblait étrange et absurde. Selon elle, Jimmy aurait pu prendre lui-même du rocuronium, un relaxant musculaire, auquel il avait accès en tant que professionnel de santé. Selon sa version, Jimmy se serait suicidé en prenant le médicament avant de mettre le feu à la maison. Elle a même tenté de convaincre le tribunal qu'il avait utilisé ses sources médicales pour se procurer ce médicament, puis avait mis le feu pour dissimuler sa mort. Ce revirement émédituel dans le témoignage de Shelley a laissé perplexe de nombreuses personnes présentes dans la salle pro-audience. Les avocats de Shelley ont affirmé que sa version des faits pouvait être vraie et ont tenté de semer le doute quant à l'identité du véritable responsable de la tragédie. Cependant, ces tentatives n'ont pas eu le fait et compté sur les jurés qui ont pu constater des contradictions flagrantes dans ses déclarations. Les expertises, notamment les résultats des analyses toxicologiques, qui ne laissaient aucun doute, ont été déterminantes pour l'accusation. Le ministère public a confirmé que du rocuronium avait été trouvé dans le sang de Jimmy et que la dose était suffisamment importante pour entraîner la mort. La mort est survenue avant que les flammes n'enveloppent son corps, ce qui a constitué une preuve décisive en faveur de la thèse du meurtre intentionnel.
L'avocat de Shelly a tenté de suggérer que ses conclusions pouvaient être erronées et a souligné les lacunes dans la version de l'affiant pour défendre sa cliente. Il s'est notamment demandé pourquoi personne n'avait remarqué la propagation du feu et pourquoi, s'il s'agissait d'un incendie criminel, il n'y avait aucune trace visible dans la rue. Les procureurs ont toutefois expliqué que le feu avait pu se propager lentement et passer inaperçu des passants en raison de l'accès limité à l'oxygène. Les débats ont duré plusieurs semaines et finalement, sur tous les chefs d'accusation, le tribunal a rendu un verdict qui a marqué un tournant dans la vie de Shelly Michael. Malgré ses déclarations émotionnelles et sa version selon laquelle Jimmy se serait suicidé, toutes les preuves recueillies au cours de l'enquête ont conduit à un verdict unique. Shelly a été reconnue coupable des 2 chefs d'accusation, meurtre au premier degré et incendie criminel. Le tribunal l'a condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 20 pas. Elle a également été condamnée à une peine supplémentaire de 20 bans pour incendie criminel au premier degré. Cette décision a suscité des réactions contradictoires, tant de la part de sa défense que du public. Beaucoup estimaient que le procès ne pouvait se terminer autrement, car les preuves et les motifs étaient trop évidents pour disculper Shelly. Dans son dernier mot, Shelly a continué à clamer son innocence, mais ses larmes et son émotion n'ont pas convaincu le tribunal. L'accusation, quant à elle, a présenté des preuves convaincantes de sa culpabilité, notamment un mobile financier, des mensonges sur ses actions et les résultats d'une expertise toxicologique. Le public est resté sous le choc d'apprendre que la famille idéale que les Mackey s'efforçaient de montrer cachait de si sombres secrets. Shelly a été envoyée au centre correctionnel de Laquin, dans l'ouest de la Colombie, où elle doit purger sa peine. Selon ses avocats, elle pourra demander une libération conditionnelle en 2027, ce qui lui donnera une chance de retrouver la liberté dans 2020. Cependant, pour la plupart des gens, son crime reste un exemple frappant de la façon dont l'argent et les ambitions personnelles peuvent transformer une vie en tragédie et une famille idéale en un terrible secret. Georgina Simon est née et a grandi dans la charmante ville de Newport, située dans le comté pittoresque de Pembrokeshire, au sud-ouest du pays de Galles. Cette petite ville animée, avec ses parcs verdoyants, ses rues anciennes et ses voisins accueillants, est devenue le véritable foyer de cette petite fille qui, dès son plus jeune âge, se distinguait par son intelligence, sa vision optimiste de la vie et sa forte personnalité. Bien que sa famille ait connu un divorce alors qu'elle était encore toute petite, Georgina n'a pas eu une enfance malheureuse. Ses parents se sont efforcés de lui offrir un environnement stable et aimant dans lequel elle a pu grandir et s'épanouir. Dès son plus jeune âge, Georgina a fait preuve de capacités hors du commun et d'une grande détermination. Ses professeurs à l'école ont remarqué son esprit vif, sa soif de connaissance et son désir constant d'apprendre quelque chose de nouveau. La petite fille n'était pas seulement une élève assidue, elle était aussi celle vers qui ses camarades de classe se tournaient, celle qui savait entretenir une conversation, écouter et aider. Son optimisme et son sens de l'humour sont devenus sa marque de fabrique, tandis que sa gentillesse et son attention étaient son état naturel. À Newport, tout le monde la connaissait et l'aimait. Beaucoup admiraient son énergie positive et sa capacité à communiquer sa joie aux autres. La vie de Georgina n'a pas été facile, mais elle a toujours trouvé la force d'aller de l'avant. Elle est devenue mère très jeune. Elle a eu une fille avec Peter Dame, un homme avec lequel elle a eu une relation pleine de complications et d'épreuves. Devenue mère, Georgina s'est entièrement consacrée à l'éducation de son enfant, devenant pour sa petite fille non seulement un parent, mais aussi une amie très proche et un mentor. Malgré toutes les difficultés, elle s'est efforcée d'offrir à sa fille une enfance heureuse et lumineuse, remplie d'amour, d'attention et de soutien. À cette période de sa vie, Georgina a commencé un nouveau chapitre, celui d'escorte. Pour elle, ce n'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une occasion de conserver son indépendance, de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, et, surtout, de préserver sa dignité et le contrôle de sa vie. Cette profession est devenue pour elle une source de revenus qui lui a permis de régler des questions importantes et d'offrir à sa fille ce dont elle avait besoin pour être heureux et s'épanouir. Ses amis et ses proches parlaient d'elle avec admiration, soulignant son caractère unique et son charisme. Alexis Butcher,
L'une de ses amies les plus proches se souvient. Elle était unique en son genre. Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un comme elle. Georgina pouvait amener la personne la plus triste à repenser sa vie et à devenir heureuse. Son sens de l'humour était tout simplement hors du commun. Tout le monde l'aimait. Elle était sûre d'elle, mais en même temps incroyablement attentionnée et prévenante envers les autres. Et sa mère, Déborah, parlait avec amour de sa fille comme de la lumière de sa vie, soulignant sa force intérieure et l'amour qu'elle donnait à tous ceux qui l'entouraient. Dans les familles, on dit souvent qu'un enfant est le reflet de ses parents, mais dans le cas de Georgina, ce n'était pas simplement un reflet, mais une véritable incarnation de la chaleur, de la force et de la joie. Elle a grandi et est devenue une femme capable d'inspirer les autres et d'apporter de la lumière même dans les circonstances les plus difficiles. Une autre amie proche, Melissa Cole, a souligné non seulement le rôle de Georgina en tant que femme, mais aussi en tant que mère. Georgina a toujours pensé au monde de sa fille. Elle était à la fois une mère fantastique et une fille extraordinaire. Ce témoignage montre à quel point ses qualités intérieures s'harmonisaient. Mère, amie, personnalité qui savait aimer et protéger ses proches. Pour beaucoup de ceux qui connaissaient Georgina, elle n'était pas seulement une amie ou une connaissance, mais une personne qui pouvait changer leur vision de la vie. Son optimisme était contagieux et sa lumière intérieure éblouissante. Même dans les moments de fatigue et de doute, elle trouvait la force de sourire et de soutenir ceux qui l'entouraient. Son parcours, semé d'épreuves et de victoires, a été une source d'inspiration pour beaucoup. Georgina se distinguait non seulement par sa chaleur humaine, mais aussi par une confiance en soi hors du commun. Elle savait être forte, même lorsque tout semblait s'écrouler autour d'elle. Son regard sur la vie était rempli d'espoir et de confiance en un avenir meilleur, ce qui lui donnait la force d'aller de l'avant. Pour elle, il n'y avait pas d'obstacles insurmontables, ni de problèmes impossibles à résoudre. Cette jeune femme, mère, amie et personnalité brillante, tout cela constituait l'image unique de Georgina Simon. Malgré les difficultés, sa vie était pleine de lumière, de chaleur et d'amour. Et c'est précisément cette force intérieure qui la rendait spéciale, mémorable et aimée de ceux qui l'entouraient. Le 12 janvier 2016, la journée a commencé dans l'angoisse et l'inquiétude pour les amis et la famille de Georgina Simon. Georgina, mère célibataire et personne vers qui on pouvait toujours se tourner pour obtenir soutien et conseils, n'est pas venue chercher sa fille à l'école ce jour-là, une routine quotidienne qui semblait faire partie intégrante de sa vie. Cette circonstance a immédiatement suscité des questions et des inquiétudes chez ceux qui la connaissaient et l'aimaient. Georgina était une personne très organisée, responsable et attentionnée. Malgré toutes les difficultés de la vie, elle accordait toujours une attention maximale à l'éducation de sa fille et s'efforçait de lui assurer stabilité et sécurité. Pour beaucoup de ses proches, un tel comportement, ne pas venir chercher son enfant, était inhabituel et inquiétant. Sa famille et ses amis, sachant que Georgina n'aurait jamais laissé sa fille sans surveillance, ont commencé à s'inquiéter et à chercher une explication à cet incident. Sa proche amie Alexis Bucher était particulièrement inquiète. La veille encore, elle avait discuté avec Georgina de leur projet pour la journée, et elle avait notamment convenu que leur fille passerait la journée ensemble, ce qui était pour elles un événement joyeux et attendu. Cette rencontre promettait d'être le début d'une nouvelle amitié et l'occasion pour les enfants de passer du temps ensemble sous la surveillance d'adultes. Alexis attendait avec impatience cette rencontre et était convaincu que Georgina ne la laisserait pas tomber. Cependant, à l'heure de venir chercher son enfant à l'école, Georgina ne s'est pas présentée. Sa fille est restée seule, et les enseignants et le personnel de l'école, informés de la situation, ont tenté de contacter la mère pour connaître les raisons de son absence. Mais les appels sont restés sans réponse. La situation devenait de plus en plus tendue et incompréhensible. La police a pris l'appel au sérieux. L'absence de Georgina et l'impossibilité de la joindre ont motivé le lancement immédiat des recherches. Des équipes spéciales ont été mises en place et ont commencé à fouiller les endroits où la femme pouvait se trouver. Les enquêteurs ont interrogé ses connaissances, ses voisins, ses collègues et toutes les personnes susceptibles de fournir la moindre information sur sa localisation. Parallèlement, les données de la téléphonie mobile de Georgina ont été examinées. Lors des derniers appels, les messages et ses déplacements dans la ville. Cela a permis d'établir la chronologie de ces derniers faits et gestes et de réduire le périmètre des recherches.
Les enquêteurs ont également vérifié les caméras de vidéosurveillance dans les rues et les lieux publics, essayant de trouver le moindre indice. Pendant cette période, tous ceux qui connaissaient Georgina étaient de plus en plus inquiets. Les proches ont créé des groupes de soutien, ont communiqué entre eux, essayant de rester calmes, mais chaque fois que le téléphone restait silencieux, la peur pour son sort grandissait. Ce n'était pas une simple disparition, c'était une rupture de l'ordre habituel, une violation de la confiance et de la sécurité qui était si importante pour la famille. Les voisins ont déclaré ne pas avoir vu Georgina ce jour-là, alors qu'elle était généralement très présente dans le quartier, où elle se promenait souvent avec sa fille ou rencontrait des amis. Personne ne pouvait expliquer pourquoi cette femme avait soudainement disparu, ne laissant derrière elle que des questions et de l'inquiétude. Ses amis et collègues se sont joints aux recherches, diffusant des informations sur sa disparition sur les réseaux sociaux, appelant tout le monde à être vigilant et à communiquer toute information susceptible d'aider à retrouver Georgine. Ils ont organisé des groupes pour parcourir le quartier, ont placé des affiches et des avis de recherche et ont contacté les médias locaux. Pendant tout ce temps, la police a travaillé sans relâche, utilisant toutes les ressources et tous les moyens disponibles pour retrouver la disparue le plus rapidement possible. Des chiens policiers, des voitures de patrouille, des drones et d'autres moyens techniques ont été mobilisés pour fouiller les environs. Une attention particulière a été accordée aux endroits que Georgina pouvait fréquenter, son café préféré, les parcs, les centres commerciaux et autres lieux populaires de la ville. C'était une période d'attente et d'espoir, mais aussi de peur et d'angoisse. Personne ne pouvait imaginer que ce jour marquerait le début d'une longue et complexe enquête qui allait révéler de nombreux aspects sombres et inattendus de la vie de Georgina. C'est dans les premières heures qui ont suivi sa disparition que les recherches actives ont commencé, à une échelle sans précédent pour les habitants de Newport. Tous étaient unis par un seul objectif, retrouver Georgina et la ramener chez elle. Chaque nouvel appel, chaque message pouvait être la clé pour élucider son disparition. Tôt le matin du 13 janvier 2016, dans la pénombre brumeuse de l'aube hivernale, le calme de la campagne près de Newport a été troublé par une découverte alarmante qui a bouleversé non seulement la communauté locale, mais aussi tout le pays. À 6 heures du matin, les forces de l'ordre ont découvert le corps de Georgina Simon, une jeune mère célibataire qui avait disparu la veille sans aller chercher sa fille à l'école. Cette découverte a bouleversé les proches de la victime et a marqué le début d'une enquête à grande échelle. Le lieu où le corps a été découvert n'était pas le fruit du hasard. Georgina a été retrouvée derrière du matériel agricole, dans une zone habituellement réservée au stockage des machines et des outils utilisés dans l'agriculture. C'était un endroit isolé et caché, où les étrangers ne s'aventuraient que rarement. C'est là, parmi le fer et la poussière, que se cachait le tragique dénouement du destin d'une femme brillante et énergique. L'examen de la scène du crime a été mené avec minutie et précision. Les enquêteurs savaient que chaque détail, chaque empreinte ou chaque objet pouvait être la clé qui permettrait de résoudre le mystère. Le corps de Georgina gisait immobile, portant des traces évidentes de violence. Un détail particulier a immédiatement attiré l'attention des experts. Une ficelle orange étroitement enroulée autour de son cou. Selon les premières estimations des experts, cet objet aurait été l'arme du crime, utilisée pour l'étrangler. Les circonstances de la mort témoignaient de la cruauté et de l'intentionnalité de l'acte. Selon les agents qui sont arrivés les premiers sur les lieux, les traces sur le corps et la présence de la ficelle ne laissaient aucun doute sur le fait que Georgina avait été étranglée. Cette méthode de meurtre, qui requiert force et détermination, indiquait que le criminel était résolu et impitoyable. La police a commencé à recueillir des indices autour du corps, en notant l'emplacement et l'état des objets environnants. Des empreintes digitales et des échantillons de tissu ont été prélevés, et les vêtements de la victime ont été minutieusement examinés. Tout cela a permis de créer une base de données pour des analyses et des comparaisons ultérieures. Le lieu de la découverte était éloigné des routes principales et des zones habitées, ce qui a compliqué l'intervention rapide et la recherche du suspect. Les enquêteurs ont supposé que le meurtrier avait délibérément choisi un endroit isolé pour dissimuler son crime et éviter d'être découvert. Au même moment, les premiers articles sur la disparition de Georgina ont commencé à paraître dans les médias. La communauté a été bouleversée par la nouvelle de la tragédie qui avait frappé cette jeune mère respectée et aimée. Beaucoup avaient du mal à croire qu'une personne aussi brillante et pleine de vie ait pu être victime d'un crime aussi violent. Les proches et les amis,
apprenant la découverte, ont été profondément choqués et attristés. Leur souvenir de Georgina, une femme à l'énergie inépuisable, toujours prête à aider et à soutenir, contrastait avec la sombre réalité de ce qui s'était passé. Cette tragédie a été non seulement une perte personnelle, mais aussi un coup dur pour toute la communauté qui s'efforce de prendre soin de ses membres. Les experts légistes ont procédé à une série d'analyses afin de déterminer les causes exactes et l'heure du décès. Il était important de comprendre depuis combien de temps le corps se trouvait à cet endroit et de recueillir le plus de preuves possibles qui pourraient aider à trouver le coupable. Les conclusions des experts ont confirmé que la mort était due à une suffocation causée par un lacet. Cette circonstance a ajouté une gravité particulière à l'affaire, soulignant le caractère intentionnel du crime et son degré élevé de cruauté. Les policiers ont lancé une recherche pour retrouver toutes les personnes susceptibles d'avoir un lien avec la victime et le lieu du crime. De nombreux interrogatoires ont eu lieu, les relations et les contacts de Georgina ont été vérifiés, ainsi que ceux des personnes qui auraient pour des motifs de commettre un tel acte. L'affaire a pris chaque jour davantage d'ampleur dans l'opinion publique. Des gens ont organisé des manifestations à la mémoire de Georgina et ont discuté des problèmes de violence et de sécurité dans leur région. L'histoire de Georgina a montré à quel point il est important de ne pas rester indifférent et de toujours prêter attention à ses proches et à son entourage. À la recherche de la vérité, la police a utilisé des technologies modernes, notamment l'analyse des enregistrements vidéo des caméras de surveillance du quartier, ainsi que des expertises médico-légales qui ont permis d'établir les détails de ce qui s'était passé. Le corps de Georgina a été transporté à la morgue pour y subir une autopsie complète, qui a permis de confirmer les conclusions préliminaires et d'obtenir des informations supplémentaires sur la nature et les circonstances du décès. Parallèlement à l'enquête, la police a lancé un appel à témoins afin de recueillir toute information susceptible d'aider à élucider ce crime. Dans cette affaire, chaque détail, chaque témoignage était important. L'enquête sur le meurtre de Georgina Simon prend une dimension particulière grâce aux témoignages recueillis par la police au cours d'un travail long et minutieux. Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont minutieusement examiné la vie de la victime ainsi que son entourage, ses amis, sa famille, ses anciens et actuels partenaires. À partir de ces informations, elles ont dressé un portrait détaillé des relations qui ont finalement conduit à cette issue tragique. L'une des étapes clés de l'enquête a été l'identification de Peter Morgan, l'homme que Georgina avait rencontré en 2011. Selon ses proches, Morgan était un habitant respecté du sud du pays de Galles, un entrepreneur et un homme d'affaires fortuné. Sa vie semblait être un modèle de réussite. Marié à Hélène, son amour d'enfance, père de 2 filles, il avait réussi dans le commerce de poulaillères préfabriquées, qui était devenu une entreprise très rentable à la fin des années 2000. Après avoir vendu son entreprise, Morgan est devenu multimillionnaire et a élargi ses intérêts dans l'immobilier et les acquisitions de luxe, allant des voitures de sport aux hélicoptères et même au matériel militaire. Cependant, comme l'ont découvert les enquêteurs, derrière la façade de l'homme d'affaires prospère se cachait une autre facette, plus complexe. Après avoir pris une retraite anticipée, Morgan a commencé à mener une vie extravagante et à se livrer à de nouvelles passions. Son voyage à Amsterdam a notamment marqué un tournant. C'est là-bas qu'il a fait appel pour la première fois au service d'escorte, ce qui a été pour lui une nouvelle expérience et lui a permis de rencontrer Georgina. Les premières rencontres entre Georgina et Morgan étaient purement professionnelles. Selon certaines sources, elle lui demandait 560 livres sterling pour un simple baiser, un prix qui reflétait son attitude envers son travail. Cependant, au fur et à mesure que leur relation évoluait, il est devenu évident que Morgan éprouvait pour elle quelque chose de plus qu'un simple intérêt professionnel. Ses sentiments se sont rapidement transformés en passion et en désir de contrôle. L'enquête a également révélé que Morgan lui offrait 10 000 livres sterling par mois pour être son escorte personnelle, ce qui soulignait son désir d'avoir une relation exclusive avec Georgina. L'avocat de l'accusation, William Hughes, a décrit leur relation comme étant presque celle d'un couple, mais pour Georgina, il s'agissait uniquement d'un accord transactionnel. Georgina ne se limitait toutefois pas à sa relation avec Morgan. La police a découvert qu'elle entretenait des relations complexes et tendues avec le père de son enfant, Peter Dame, un homme que ses connaissances et ses amis surnommaient « Poor Pet », pauvre Pet,
par opposition à Peter Morgan. Entre ces deux hommes se livrait non seulement une lutte personnelle, mais aussi financière pour l'influence et l'attention de Georgina. Les témoignages d'amis, en particulier ceux d'Alexis Butcher, une amie proche, ont permis de mettre en lumière la complexité des relations de Georgina. Alexis se souvient que Georgina était avec Dame uniquement pour son argent et ne lui portait aucun sentiment réel. Au fil du temps, la tension a monté et Georgina a décidé de quitter Dame pour se concentrer sur sa relation avec Morgan. Cependant, selon Alexis, elle avait toujours l'intention de retourner avec Dame, ce qui a créé une dynamique confuse et douloureuse. L'enquête a également établi que Dame s'était suicidée quelques mois après sa rupture avec Georgina, ce qui a été un coup dur pour la jeune femme. De plus, elle avait perdu son père 7 mois seulement avant ces événements, ce qui avait encore aggravé son état émotionnel. Selon la police, après ces tragédies, Georgina a commencé à abuser de substances psychoactives et a accusé Morgan de ses malheurs. Les relations entre elle et Peter Morgan se sont détériorées, ce qui l'a conduit à installer un dispositif d'écoute dans son bungalow afin de surveiller ses conversations et ses captivités. Cela a été confirmé par de nombreuses preuves techniques trouvées lors d'une perquisition. En outre, les forces de l'ordre ont découvert que le mariage de Morgan avec Hélène avait pris fin en avril 2015, lorsque sa femme avait découvert ses activités d'escorte dans leur maison familiale. À partir de novembre 2015, Morgan a commencé à écouter systématiquement Georgina pendant environ 2 heures par jour, comme l'ont confirmé les témoignages et les expertises. Les enquêteurs ont également appris qu'en janvier 2016, Georgina avait l'intention de quitter Morgan. À cette époque, elle avait élaboré un plan pour contrôler le bungalow que Morgan lui avait fourni et comptait utiliser les enregistrements vidéo de leur vie intime à 3 comme moyen de pression. Elle avait l'intention de transmettre ces vidéos à son ex-femme et à ses filles si Morgan ne lui transférait pas la propriété du bien immobilier. L'enquête s'est intensifiée lorsque les forces de l'ordre ont obtenu les enregistrements vidéo des caméras de surveillance situées sur le terrain de la ferme. Les enregistrements montraient clairement un homme arrivant en voiture près de la grange, déchargeant un corps emballé et s'enfuyant du lieu du crime. Cette preuve est devenue l'un des éléments clés de l'affaire et a permis de concentrer l'enquête sur Peter Morgan. La police a minutieusement examiné les enregistrements vidéo, les comparant aux témoignages et à d'autres informations. En conséquence, il a été décidé d'arrêter immédiatement le suspect. Malgré sa notoriété et son influence dans la société, Morgan n'a pas pu échapper à la justice. Le 14 janvier 2016, les forces de l'ordre se sont présentées au domicile de Morgan avec un mandat d'arrêt. L'opération d'arrestation a été planifiée et menée avec la plus grande prudence afin d'éviter toute complication. Les policiers ont agi rapidement et avec détermination, leur objectif étant d'assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées et de minimiser le risque de destruction de preuves. Morgan a été arrêté sans résistance. Il a été emmené au poste de police pour être interrogé et faire l'objet d'autres mesures d'enquête. Tout au long de sa détention, il est resté calme, mais on pouvait lire dans ses yeux une tension et une agitation intérieure. La police a fouillé la maison et le terrain de la ferme, saisissant tous les objets susceptibles d'avoir une importance pour l'enquête, des effets personnels aux appareils techniques, y compris le matériel d'écoute que Morgan avait installé, comme on l'a découvert plus tard, pour surveiller Georgina. Le public a suivi avec beaucoup d'intérêt le déroulement des événements. Pour de nombreuses personnes qui connaissaient Georgina, l'arrestation de Peter Morgan a marqué une étape importante dans la quête de la justice. Les habitants de la région ont exprimé leur soutien à la famille de la victime et ont appelé à une enquête approfondie et à un procès équitable. Les forces de l'ordre ont poursuivi leur travail approfondi, recueillant et analysant de nouveaux éléments de preuve, interrogeant des témoins et des experts. Il s'agissait d'un processus complexe et long qui exigeait une attention particulière aux détails et une approche réfléchie. L'arrestation de Morgan a marqué le début d'un chapitre important dans l'affaire qui a permis de passer de la phase d'enquête à celle de la préparation des accusations et du procès. Son arrestation a permis de lever de nombreux mystères et contradictions entourant les circonstances de la mort de Georgina Simon. Le procès de Peter Morgan, accusé du meurtre de Georgina Simon, a été l'un des procès les plus médiatisés et les plus suivis du sud du pays de Galles en 2016.
Commencé le 28 novembre 2016 devant la cour d'assises, ce procès a marqué une étape importante dans la lutte contre la violence et les crimes liés aux relations domestiques. Dès les premiers jours du procès, il est apparu clairement que l'accusation et la défense allaient s'opposer fermement. Peter Morgan, malgré ses aveux enregistrés précédemment, a catégoriquement refusé de plaider coupable devant le tribunal. Ses avocats ont insisté sur le fait que les circonstances de ses actes et son état psychologique devaient être prises en compte lors du prononcé de la sentence. Les procureurs ont présenté un tableau convaincant des événements, soulignant le caractère soigneusement planifié et exécuté du meurtre. Ils ont décrit en détail comment Morgan, homme d'affaires prospère et influent, avait d'abord fait suivre sa victime, puis avait préparé et commis son crime avec un sang-froid calculé. Dans leur plaidoirie, les procureurs ont mis l'accent sur les motifs et l'intentionnalité, démontrant qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un acte mûrement réfléchi. Les principaux témoins à charge étaient des amis, des parents et des experts dont les témoignages et les analyses ont corroboré la version selon laquelle Morgan n'avait pas simplement ôté la vie à Georgina, mais l'avait fait pour conserver le contrôle et le pouvoir. Les enquêteurs et les procureurs ont révélé des détails sur sa relation avec Georgina, démontrant comment les tensions s'étaient accumulées et les conflits s'étaient exacerbés, aboutissant finalement à la tragédie. En réponse aux accusations, la défense a présenté une version différente des événements. Son argument principal était les particularités psychologiques de Morgan, son diagnostic du syndrome d'Asperger, un trouble rare du spectre autistique qui, selon la défense, réduisait sa capacité à percevoir correctement les normes sociales et à contrôler ses émotions. La défense a appelé à la barre 2 experts médicaux qui ont décrit en détail l'influence du syndrome sur le comportement et la pensée de l'accusé. Les avocats de Morgan ont affirmé que ces actes n'étaient pas tant motivés par une intention délibérée de nuire que par des particularités psychologiques et des réactions émotionnelles complexes. À leurs yeux, cela devait constituer une circonstance atténuante et influencer la peine. Néanmoins, après avoir examiné attentivement tous les éléments du dossier et entendu les témoignages des experts et des témoins, les jurés sont parvenus à une conclusion sans équivoque. Le 21 décembre 2016, Peter Morgan a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, un crime qui requiert la peine la plus sévère. Le verdict du tribunal reflétait non seulement la gravité des faits, mais aussi le désir de la société de voir justice être faite et les victimes de violences protégées. La peine prononcée par le tribunal était de 25 ans d'emprisonnement, une peine sévère qui prévoit une longue période de détention dans un établissement pénitentiaire. Cette décision a envoyé un signal clair à la société que de tels crimes ne resteront pas impunis et que même les personnes jouissant d'un statut social élevé et de ressources financières importantes ne sont pas exemptées de leurs responsabilités devant la loi. Cependant, la bataille judiciaire ne s'est pas arrêtée là. En octobre 2017, Morgan a fait appel dans l'espoir de faire modifier la décision du tribunal et de réduire la peine. Ses avocats ont de nouveau mis l'accent sur le diagnostic et les particularités psychologiques de leurs clients, ainsi que sur d'éventuelles violations des règles de procédure au cours du procès. Néanmoins, en mars 2018, la Cour d'appel a rejeté tous les arguments de la défense et a confirmé le verdict. Cela signifiait que Peter Morgan devait continuer à purger sa peine dans l'un des établissements pénitentiaires du sud du pays de Galles, où il se trouverait toujours à ce jour. Giulia Cecchettin, née le 5 mai 2001, a grandi dans une petite ville près de Venise, en Italie. Elle était le deuxième enfant d'une famille entourée de chaleur et de soutien. Les parents de Giulia, Luigi et Maria, ont toujours accordé une grande attention à l'éducation de leurs enfants, en essayant de leur inculquer les valeurs de gentillesse, d'honnêteté et de respect. Dès son plus jeune âge, Giulia se distingue par sa curiosité et sa créativité. Giulia est une enfant polyvalente. Elle était fascinée par les beaux-arts, la littérature et la musique. À l'école, elle participait activement à des productions théâtrales et organisait des expositions de ses dessins. Ses professeurs se souviennent d'elle comme d'une élève inspirante et travailleuse qui visait l'excellence dans toutes ses entreprises. La famille de Giulia était très unie. Ils passaient souvent les week-ends et les vacances ensemble, voyageant en Italie ou se réunissant pour des dîners de famille.
Son jeune frère était son meilleur ami et ses parents étaient une source d'inspiration et de soutien. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Julia est entrée à l'université pour étudier le graphisme. Sa passion pour l'art a pris une tournure professionnelle lorsqu'elle a commencé à concevoir des illustrations et a même travaillé en freelance, créant des logos pour des entreprises locales. Son travail est admiré et ses professeurs reconnaissent son engagement à se perfectionner. Filippo Turta, un ingénieur de 24 ans, vivait dans une ville voisine. Ils se sont rencontrés en 2021, lors d'une exposition locale où Giulia présentait son travail. Filippo a été fasciné par son talent et son charme. Il a commencé à lui parler pour en savoir plus sur ses projets, et leur communication s'est rapidement transformée en amitié. Leurs premiers rendez-vous sont empreints de romantisme, promenades à Venise, visites de musées, soirées à discuter d'art et de littérature. Giulia apprécie chez Filippo sa capacité d'écoute et de soutien, et lui, en retour, est inspiré par sa passion pour la vie et la créativité. Leur relation s'est développée rapidement. En quelques mois, ils sont devenus inséparables. Filippo a soutenu Giulia dans ses activités professionnelles, l'accompagnant souvent à des expositions et à des ateliers. Il travaillait lui-même comme ingénieur dans une entreprise locale, et son travail acharné et son dévouement ravissaient Giulia. Les amis et la famille se souviennent que Giulia et Filippo semblaient être le couple parfait. Ils étaient toujours ensemble, se soutenant mutuellement et partageant des projets d'avenir. Filippo a donné à Giulia la confiance qu'elle pouvait réaliser tout ce qu'elle voulait. Ensemble, ils faisaient des projets pour leur avenir, rêvaient de voyages et discutaient de leurs objectifs. Ils ont souvent voyagé en Italie, visitant les belles régions du pays. Giulia aimait la photographie et Filippo était toujours prêt à l'aider dans ses loisirs. Leur voyage était rempli de rire, de joie et d'un désir de découvrir de nouvelles choses. Giulia a continué à évoluer rapidement dans sa profession. Elle rêvait de créer sa propre galerie et d'organiser une exposition personnelle. Ses amis proches se souviennent qu'elle parlait de ses projets ambitieux et qu'elle incitait les autres à atteindre leurs objectifs. Parallèlement, sa relation avec Filippo devenait de plus en plus sérieuse. Ils discutent de la possibilité de vivre ensemble et de fonder une famille. Pour Giulia, c'est la réalisation de son rêve d'harmonie et d'amour. Elle sentait que sa vie se déroulait comme elle l'avait toujours souhaité. Giulia Cecchettin est devenue pour beaucoup un symbole de talent, de gentillesse et de vitalité. Son exemple a incité ses amis et ses connaissances à poursuivre leurs rêves sans craindre les difficultés. Son amour de l'art et de la créativité a prouvé qu'en suivant ses passions, on peut atteindre le succès et le bonheur. Le 11 novembre 2023 a commencé pour Giulia Cecchettin comme un samedi après-midi ordinaire. Réveillée dans sa confortable maison de Vigonovo, une petite ville de la province de Venise, elle a prévu de passer la journée de manière productive et agréable. Vers midi, Giulia reçoit un SMS de son petit ami, Filippo Turta. Il lui propose de se retrouver dans un centre commercial pour discuter de certaines choses. Lorsque Giulia n'est pas rentrée à l'heure prévue, ses parents s'inquiètent. Ils ont essayé de la contacter par téléphone, mais Filippo Turta n'était pas disponible. La famille savait que Giulia avait prévu de rencontrer Filippo et a donc décidé de l'appeler. Mais le téléphone de Filippo ne répondait pas non plus. L'inquiétude grandit de minute en minute. Les parents ont appelé d'amis et des connaissances, mais personne ne savait où Giulia pouvait se trouver. Et le matin même, ils se sont rendus à la police pour signaler la disparition de leur fille. Après que les parents de Giulia Cecchettin ont contacté la police, la phase active de l'enquête a commencé. La disparition de la jeune fille a inquiété non seulement sa famille, mais aussi toute la communauté locale. Consciente que chaque instant perdu pouvait réduire les chances de retrouver Giulia vivante, la police a agi rapidement. Les premières étapes de l'enquête ont commencé au domicile des parents de Giulia à Vigonovo. La police est arrivée tôt dans la matinée du 12 novembre. Le père de la jeune fille, Luigi Cecchettin, les accueille à la porte. Il avait l'air hagard, mais essayait de se contenir. Un silence tendu règne dans la maison. Maria, la mère de Giulia, est assise sur le canapé, son téléphone à la main, espérant toujours que sa fille l'appellera. Les policiers ont demandé aux parents de raconter tout ce qu'ils savaient sur le dernier jour de Giulia. Luigi a expliqué qu'il avait vu sa fille le matin alors qu'elle allait rencontrer Filippo Turta, son petit ami. Selon lui, Giulia avait l'air heureuse et rien ne laissait présager des problèmes.
Elle a dit qu'ils allaient discuter de certaines choses au centre commercial et a promis de rentrer à la maison dans la soirée. La mère a ajouté qu'ils avaient essayé de la contacter par téléphone dans la soirée, alors que Julia n'était pas rentrée, mais que le téléphone était éteint. C'était très inhabituel pour leur fille, qui tenait toujours ses parents au courant de ses projets. Luigi et Maria ont également indiqué qu'ils avaient essayé d'appeler Filippo, mais que son téléphone ne répondait pas non plus. Les policiers décident de faire le tour de la chambre de Julia dans l'espoir de trouver des indices sur sa disparition. Tout dans la chambre semblait être à sa place. Il y avait des manuels sur le bureau, l'ordinateur portable était allumé et une fenêtre de messagerie était visible sur l'écran. Cela a suscité l'intérêt des agents, car il était possible de demander l'accès à sa correspondance. Les vêtements de l'armoire étaient soigneusement pliés, ce qui confirmait les propos de ses parents selon lesquels Julia n'allait pas s'absenter longtemps. La seule chose qui a attiré l'attention des enquêteurs est une note sur la table de chevet avec l'adresse du centre commercial où la rencontre devait avoir lieu. La police a pris des photos de la note et a décidé de commencer son enquête à partir de cet endroit. Le centre commercial se trouve dans une ville voisine, à environ 15 km du domicile de Julia. Les policiers s'y rendent immédiatement. En chemin, ils ont contacté l'administration du centre et ont demandé les images de surveillance du 11 novembre. À leur arrivée, les gardiens avaient déjà préparé tout le matériel nécessaire. La police a étudié les images. Les caméras montrent Julia arrivant au centre commercial vers 14 h. Elle est seule et gare sa voiture sur le parking. Quelques minutes plus tard, Filippo Turta s'approche d'elle. Ils échangent des salutations et entrent dans le bâtiment. Des caméras ont filmé le couple se promenant dans les magasins et s'asseyant à une table dans un café. Ces images n'ont pas éveillé de soupçons. Julia et Filippo avaient l'air détendus et leur comportement n'indiquait pas de conflit. Cependant, après avoir quitté le café vers 16 h, ils se sont dirigés vers le parking. La caméra les a filmés en train de monter dans la voiture de Filippo et de s'éloigner. C'est là que la trace vidéo s'est arrêtée. La police a interrogé le personnel du centre commercial et les visiteurs susceptibles d'avoir vu Julia et Filippo ce jour-là. Certains se souvenaient du couple, mais n'avaient rien remarqué d'anormal. L'un des employés du café a déclaré qu'ils se comportaient comme des jeunes gens normaux. Ils discutaient, riaient et buvaient du café. Un visiteur du centre commercial a remarqué que Filippo avait galamment ouvert la portière de la voiture d'Julia et qu'ils étaient partis ensemble. Les enquêteurs ont enregistré ces déclarations, mais elles n'ont rien donné qui puisse éclairer la disparition de la jeune fille. La police a décidé d'élargir la zone de recherche en commençant à vérifier les itinéraires possibles que la voiture de Filippo aurait pu emprunter. La zone autour du centre commercial a fait l'objet de recherches approfondies. La police a vérifié les fossés en bordure de route, les parkings et les zones boisées avoisinantes. Des chiens ont été amenés à rechercher des traces de Julia ou de Filippo. Cependant, les premières heures de recherche n'ont donné aucun résultat. La police a demandé aux opérateurs de téléphonie mobile où se trouvaient les téléphones de Julia et de Filippo. Malheureusement, les deux appareils étaient éteints, ce qui rendait la tâche plus difficile. Cela a également renforcé l'alarme. L'extinction des téléphones aurait pu être le signe d'un grave danger. À ce stade de l'enquête, la principale théorie était que Julia aurait pu voyager avec Filippo dans un endroit éloigné, à sa suggestion. Toutefois, compte tenu de l'absence de communication et du comportement étrange de Filippo, la police a commencé à soupçonner qu'il pouvait être impliqué dans la disparition de la jeune fille. Les officiers ont lancé un avis de recherche sur la voiture de Filippo à tous les postes de police de la région. Les parents de Julia se sont retrouvés dans le plus grand désespoir. Ils ne comprennent pas ce qui a pu arriver à leur fille. Maria continue d'appeler les amis et les connaissances de Julia, espérant que certains d'entre eux sauront quelque chose. Luigi s'est rendu personnellement dans les villes voisines pour afficher des avis de disparition de leur fille. Leur maison est devenue le centre de coordination des recherches, où des bénévoles et des membres de la communauté locale étaient constamment présents. En étudiant les images vidéo et en interrogeant les témoins, la police a pu tirer une conclusion provisoire. La dernière personne à avoir vu Julia avant sa disparition était Filippo Turta. Pour confirmer ou infirmer son implication, les enquêteurs ont décidé de l'interroger. Cependant, en contactant sa famille, il s'est avéré que Filippo était également injoignable depuis le soir du 1 novembre. Cela a renforcé les soupçons quant à son implication dans la disparition de Julia.
La police a intensifié les recherches en mobilisant des ressources supplémentaires. Des véhicules équipés de systèmes de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ont commencé à patrouiller sur les routes à la recherche de la voiture de Filippo. Des plongeurs ont été déployés pour fouiller les plans d'eau de la région et des hélicoptères équipés des Campregna, Ermicamecon et Termites pour vérifier les zones inaccessibles. Les informations sur la disparition de Julia ont commencé à circuler abondamment sur les réseaux sociaux. Des habitants de la région se sont portés volontaires pour participer aux recherches, dans l'espoir de retrouver la fillette ou toute trace susceptible d'aider la police. L'affaire de la disparition de Julia Secchettin est devenue de plus en plus compliquée, mais les forces de l'ordre ont continué à travailler, élargissant le cercle des pistes possibles. Chaque jour apporte son lot d'informations qui permettent de reconstituer le tableau d'ensemble. Une avancée dans l'enquête a eu lieu après que les amis de Julia ont partagé des détails importants sur sa relation avec Filippo Turta et que la police a retrouvé sa voiture. Lorsque la police a approché les amis de Julia, ils ont révélé que sa relation avec Filippo s'était terminée il y a quelques mois. Ils se sont séparés pacifiquement, mais, selon les amis, cela s'est avéré difficile pour Filippo. Il était émotionnellement attaché à Julia et ne cachait pas ses sentiments. Les amis de la jeune fille ont rappelé que Filippo s'était plaint de la rupture, disant qu'il avait du mal à accepter cette perte. L'une des amies de Julia a noté que Filippo était apparu plusieurs fois à l'improviste aux événements auxquels Zal participait. Selon elle, Julia a essayé de ne pas envenimer la situation en restant amicale. Elle a ajouté que Filippo avait parfois un comportement étrange, posant de nombreuses questions sur sa vie, mais que la jeune fille n'y prêtait pas attention. Ce témoignage est devenu un point de départ, important pour la police. Les enquêteurs ont commencé à s'intéresser de plus près à la personnalité de Filippo et à son rôle éventuel dans la disparition de Julia. Il est devenu évident que leur rencontre du 11 novembre n'était peut-être pas une simple rencontre amicale. Le 12 novembre, 24 heures après la disparition de Julia, la police a reçu des informations d'un habitant du quartier. L'homme a signalé une voiture garée de manière suspecte sur le bord de la route, près d'un lac, dans la région du Frioul-Vénétie julienne. Des policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. La voiture appartenant à Filippo Tourette a été retrouvée sur un petit chemin de terre. La voiture était immobile, comme si elle avait été laissée à la hâte. Les policiers ont commencé à examiner la voiture, notant soigneusement tous les détails. L'intérieur de la voiture semble relativement bien rangé. Sur le siège avant se trouvaient les clés et le téléphone portable de Filippo. Cela laisse les enquêteurs perplexes. Pourquoi aurait-il laissé des objets aussi importants dans la voiture? L'équipe médico-légale a décidé de ne négliger aucun détail. Ils ont trouvé de légères taches de sang sur le siège arrière. Dans le coffre, un tapis présentait des marques semblables à celles laissées par le déplacement d'un objet lourd. Toutes les preuves trouvées ont été enregistrées et envoyées pour analyse en laboratoire. La police a également remarqué que la voiture était garée près d'un chemin menant au bord du lac. C'est dans cette direction qu'ils ont ensuite concentré leur attention. Les agents ont commencé à passer au peigne fin la zone autour du véhicule. Des traces de chaussures partent de la voiture jusqu'à l'eau où elles s'interrompent. Des plongeurs ont été appelés pour poursuivre l'enquête. Leur tâche consistait à sonder le lac afin d'exclure la possibilité que des preuves importantes où Julia elle-même s'y trouve. Plusieurs empreintes de pas floues ont été trouvées sur le rivage et l'on pense qu'elles appartiennent à un homme. Les chiens ont également confirmé qu'ils avaient détecté une légère odeur qui pourrait être liée à la présence récente de l'homme. Toutes ces constatations ont renforcé les soupçons selon lesquels Julia et Filippo se trouvaient bien à cet endroit. La police a continué à rechercher des personnes qui auraient pu voir quelque chose de suspect. Un habitant de la région a déclaré avoir remarqué, dans la soirée du 11 novembre, une voiture Volkswagen Golf circulant sur la route du lac. Selon lui, il y avait 2 personnes dans la voiture, mais il n'a pas pu les distinguer. Un autre témoin a déclaré avoir vu Filippo près du même lac environ 1 heure avant que la voiture ne soit retrouvée. Ces informations ont conduit la police à supposer que Filippo était peut-être la dernière personne à avoir vu Julia avant qu'elle ne disparaisse. En utilisant les données de l'opérateur de téléphonie mobile, la police a reconstitué l'historique des appels et des messages de Filippo. Le dernier appel qu'il a passé était pour Julia, quelques heures avant leur rencontre. Cela renforce la version selon laquelle ils communiquaient et planifiaient ensemble leur journée.
Des messages trouvés dans la messagerie indiquent également que Filippo avait invité Julia à se promener après leur rencontre au centre commercial. Ces données sont devenues des éléments de preuve importants permettant d'établir un lien entre Filippo et la disparition de Julia. Au fur et à mesure que de nouveaux éléments apparaissaient, les soupçons à l'égard de Filippo devenaient de plus en plus fondés. Son comportement après la rencontre avec Julia semblait étrange. Il n'a pas pris contact avec elle, laissant son téléphone et ses clés dans sa voiture, ce qui semblait être une tentative de se soustraire à ses responsabilités. La police a essayé de contacter sa famille pour savoir où il pouvait se trouver. Cependant, les parents de Filippo ont déclaré qu'ils ne l'avaient pas vu depuis le soir du 11 novembre et qu'ils ne savaient pas où il pouvait se trouver. Cette réponse n'a fait que renforcer l'inquiétude des enquêteurs. Les forces de l'ordre ont lancé une vaste opération de recherche. Des forces supplémentaires ont été déployées, notamment des hélicoptères et des caméras thermiques pour effectuer des recherches dans les zones difficiles d'accès. Des bénévoles et des habitants de la région se sont joints aux recherches dans l'espoir d'aider à retrouver Julia. Entre-temps, l'examen médico-légal des traces de sang trouvées dans la voiture a confirmé qu'il s'agissait bien du sang de Julia. Il s'agit de la première preuve directe qu'elle se trouvait dans la voiture de Filippo au moment ou après l'incident présumé. Le 13 novembre 2023, les plongeurs ont continué à sonder le lac dans la zone où la voiture de Filippo Turta avait été trouvée. L'exploration de la zone est lente. Les eaux du lac sont troubles et le fond est recouvert de vases, ce qui rend les recherches difficiles. Néanmoins, vers midi, les plongeurs ont découvert un objet suspect. À plusieurs mètres de profondeur se trouvait un paquet enveloppé dans un film de polyéthylène. Les sauveteurs ont remonté le paquet à la surface, où des experts médico-légaux ont procédé à un premier examen. À l'intérieur se trouvait le corps de Julia Secchetta. C'est le moment que sa famille et ses amis redoutaient. Malgré tous les espoirs de la retrouver vivante, la réalité était bien plus sombre. Les analyses médico-légales ont confirmé que le corps de Julia présentait de multiples blessures à l'arme blanche. Selon les premiers rapports, les experts ont dénombré plus de 60 coups de couteau, ce qui témoigne d'une agression extrêmement brutale. Le corps était étroitement enveloppé dans du film alimentaire, ce qui indique que l'auteur du crime a tenté de brouiller les pistes en cachant le corps dans les profondeurs du lac. Toutefois, il n'a pas tenu compte du fait que le film aurait pu remonter à la surface ou être découvert lors d'une fouille ciblée. Cette découverte est devenue un élément de preuve essentiel dans l'affaire. Des traces d'ADN ont été trouvées sur le film et sur les vêtements de Julia, qui ont ensuite été comparés aux échantillons de Filippo Turta. Cela a permis de relier définitivement Filippo Turta au crime. Parallèlement à la recherche du corps, la police a continué à rechercher Filippo Turta. Après la découverte de sa voiture, il est apparu clairement qu'il essayait délibérément d'éviter d'être capturé. Les caméras de surveillance ont enregistré Filippo traversant la frontière autrichienne dans la voiture d'un ami. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Les données relatives au passage de la frontière ont suscité l'émoi de la police italienne. Elle s'est rendue compte que chaque heure passée sans action active augmentait les chances de fuite de Filippo. Une déclaration est immédiatement déposée auprès d'Interpol et Turta est inscrit sur la liste des personnes recherchées au niveau international. Pendant ce temps, les enquêteurs italiens poursuivent leurs recherches dans l'entourage de Filippo. Ils ont essayé de découvrir qui aurait pu l'aider à organiser son évasion. Dans le même temps, les relevés téléphoniques de Filippo sont vérifiés afin de déterminer où il a pu se rendre. Le 19 novembre 2023, près d'une semaine après le meurtre de Julia, la police allemande a arrêté Filippo Turta sur une autoroute près de Leipzig. L'opération visant à le capturer est le résultat d'une action coordonnée entre les services répressifs italiens et allemands. Filippo était à bord d'une Fiat Grande Punto, immatriculée au nom d'un ami. La voiture a été arrêtée pour un contrôle de routine. Lorsque les agents lui ont demandé de présenter ses documents, il n'a pas été en mesure d'expliquer où il allait ni pourquoi il se trouvait en Allemagne. Son comportement a semblé suspect aux agents. Lors de la fouille de la voiture de Filippo, son passeport a été trouvé en sa possession, ainsi que des objets personnels nécessaires à un long voyage. Ces éléments, associés à des informations sur une chasse à l'homme internationale, ont conduit à l'arrestation immédiate de Filippo. Selon les officiers allemands, Filippo était calme et renfermé. Il a refusé de répondre aux questions et n'a montré aucun signe d'agitation. Les enquêteurs ont interprété ce comportement comme une tentative de garder le contrôle de la situation,
bien que ses yeux aient montré de la peur et un sentiment d'inévitabilité. Après son arrestation, Filippo a été conduit au poste de police où il a passé sa première nuit, en garde à vue. Il a bénéficié des services d'un avocat et d'un interprète, mais il a refusé de coopérer, invoquant son droit de ne pas témoigner. La police italienne a immédiatement contacté les autorités allemandes pour organiser l'extradition de Filippo vers l'Italie. Après avoir examiné l'affaire, le tribunal supérieur du Land Sachsen-Anhalt a approuvé le transfert du suspect. La procédure a duré plusieurs jours, les avocats de Filippo ayant tenté de la retarder en faisant valoir qu'ils pouvaient s'attendre à un traitement inéquitable en Italie. Ces arguments ont toutefois été rejetés. Le 25 novembre 2023, Filippo Turetta a été extradé vers l'Italie. Il a été conduit à la prison de Montorio à Vérone, où il a été placé en détention préventive. Après l'extradition de Filippo Turetta d'Allemagne vers l'Italie, l'affaire du meurtre brutal de Giulia Cecchettin est devenue la pièce maîtresse des procédures judiciaires italiennes et a provoqué un énorme tollé. Tous les regards sont tournés vers le procès, où l'accusation et la défense doivent présenter leur version de la tragédie. Le procès s'est ouvert à Venise au début de l'année 2024. Turetta a été accusé de meurtre au premier degré, de dissimulation intentionnelle du corps et de tentative de se soustraire à la justice. Le procureur Andrea Petroni a insisté sur le fait que le meurtre avait été soigneusement planifié et que la brutalité de l'attaque indiquait des motifs de vengeance et un comportement contrôlant de la part de l'accusé. La salle d'audience était bondée. Non seulement la famille et les amis de Giulia étaient présents, mais aussi des représentants d'organisations de défense des droits de l'homme, des journalistes et des militants contre la violence à l'égard des femmes. Nombre d'entre eux tenaient des photographies de Giulia et des pancartes réclamant justice. Les experts médico-légaux ont déclaré que Giulia avait été poignardée plus de 60 fois, ce qui indique un degré extrême de brutalité. Le procureur a soutenu que de tels actes ne pouvaient être accidentels ou résulter d'une dispute, mais qu'il s'agissait d'un meurtre de sang-froid. L'accusation a présenté des notes de son journal personnel dans lesquelles elle décrivait Filippo comme un homme enclin à avoir un comportement contrôlant et à proférer des menaces. Ces notes confirment que la relation du couple était devenue toxique bien avant la tragédie. Caruso a soutenu que les actions de Filippo pouvaient être le résultat d'une détresse émotionnelle temporaire causée par une relation brisée. Il a tenté de présenter Turetta comme une personne incapable de faire face à la pression émotionnelle. La défense a insisté sur le fait que le meurtre n'avait pas été planifié à l'avance. Turetta aurait rencontré Giulia pour évoquer la possibilité de renouer leur relation, mais la conversation aurait soudainement tourné au conflit. Caruso a souligné que Turetta n'avait pas d'antécédents de violence et qu'il jouissait d'une bonne réputation auprès de ses connaissances et de ses collègues. Malgré les efforts de la défense, le poids des preuves de l'accusation a fortement influencé le jury et l'opinion publique. Le témoignage de la famille de Giulia a particulièrement retenu l'attention. Le père de la jeune fille, Gino Cecchettin, a prononcé un discours émouvant dans lequel il a décrit sa fille comme étant gentille et talentueuse, rêvant d'avenir, et a souligné comment le contrôle et la jalousie de Filippo avaient ruiné sa vie. La mère de Giulia a demandé au tribunal de prononcer une peine équitable pour montrer que la violence à l'égard des femmes ne restera pas impunie. Le témoignage des amis de Giulia a également joué un rôle important. Elles ont expliqué que la jeune fille craignait Filippo après la rupture, mais qu'elle ne voulait pas attirer l'attention sur cette situation, estimant qu'elle pouvait s'en sortir seule. Le procureur Andrea Petroni s'est concentré sur l'intentionnalité des actes de Turetta. Il a affirmé que Filippo avait non seulement planifié le meurtre, mais qu'il avait également tenté de dissimuler les traces du crime en enveloppant le corps dans du film alimentaire et en le noyant dans le lac. Petroni a également souligné que la tentative de fuite à l'étranger de Turetta était une preuve supplémentaire de sa culpabilité. L'accusation a noté que le meurtre de Giulia Cecchettin était le résultat d'un comportement systémique de contrôle et de l'incapacité de Turetta à accepter le rejet. Ce comportement, selon les procureurs, est un exemple parfait de relations toxiques et de violences fondées sur le genre. Le 3 décembre 2024, un jury de Venise a déclaré Filippo Turetta coupable de meurtre au premier degré. Le tribunal a tenu compte de la préméditation et de l'extrême brutalité de l'infraction, qui justifiait la peine la plus sévère, à savoir l'emprisonnement à vie.
Cassandra Bjorge est née en 1989 Katrevie, dans une famille apparemment ordinaire et prospère. Les parents de la petite fille ont essayé de lui fournir tout ce dont elle avait besoin, mais au fur et à mesure que la petite fille grandissait, il est devenu évident que le rôle clé dans son éducation était joué par ses grands-parents, Wendy et Randall Bjorge. Le couple adorait sa petite fille et la considérait comme un rayon de lumière dans leur vie. Il passait souvent du temps avec elle, lui apprenant diverses techniques et lui inculquant le respect des valeurs familiales traditionnelles. L'histoire de Cassandra a commencé par celle d'une fille qui semblait tout avoir: soutien, amour et possibilité d'épanouissement. Dès son plus jeune âge, Cassandra a passé beaucoup de temps chez ses grands-parents. Leur maison était pour elle un second foyer, un endroit où elle se sentait en sécurité et où elle était toujours accueillie chaleureusement. Wendy et Randall ont essayé d'élever leur petite fille du mieux qu'ils pouvaient, en lui inculquant le sens des responsabilités, de la gentillesse et du travail. Ils lui ont raconté des histoires de famille, lui ont appris à préparer des repas simples, l'ont aidé à faire ses devoirs et ont toujours insisté sur l'importance d'être une personne honnête et serviable. Les amis de la famille se souviennent que Wendy disait souvent que Cassandra était spéciale et qu'elle la croyait promise à un bel avenir. C'est une fille intelligente au grand cœur, a déclaré la grand-mère à ses amis. Randall, pour sa part, soutenait sa petite fille dans ses intérêts et ses loisirs. Il aimait parler de la nature avec Cassandra, l'emmenant se promener dans les bois où il riait des feuilles et parlait de la vie. Ces souvenirs auraient été chaleureux pour n'importe quelle famille, mais dans le cas de Cassandra, ils ont été éclipsés par la tragédie qui s'est produite plus tard dans la vie. Dès son plus jeune âge, Cassandra s'est intéressée à l'art. Elle aimait dessiner, colorier et faire de l'artisanat. Sa grand-mère encourageait sa créativité en lui achetant des peintures, des carnets de croquis et des pinceaux. Un jour, Wendy a organisé une exposition de dessins de Cassandra à la bibliothèque locale, ce qui a attiré l'attention des voisins sur le talent de la jeune fille. « Elle est capable de tout », dit Wendy, fière de sa petite fille. La jeune fille aimait aussi le sport, en particulier le football. Elle était active et sociable, trouvant facilement un langage commun avec ses pairs. Les camarades de classe de Cassandra se souviennent d'elle comme d'une fille énergique et gentille qui aidait toujours ceux qui en avaient besoin. Ses professeurs reconnaissaient également ses capacités et lui prédisaient un avenir radieux. Rien ne laissait présager des problèmes. Cependant, en grandissant, Cassandra a commencé à changer. L'adolescence lui a apporté des difficultés qu'elle n'arrivait pas à surmonter. Les parents de la jeune fille ont rapidement remarqué que son comportement devenait de plus en plus imprévisible. Elle a commencé à sécher fréquemment les cours, s'est désintéressée de ses études et a cessé de fréquenter ses anciens amis. De nouvelles connaissances sont apparues dans sa vie que ses parents et grands-parents connaissaient mal. Ces changements ont alarmé la famille, mais elle n'a pas immédiatement réalisé à quel point les problèmes de Cassandra étaient devenus profonds. La situation est devenue particulièrement difficile pour les grands-parents, qui essayaient encore de maintenir une certaine intimité avec leur petite fille. Wendy et Randall ont remarqué que Cassandra passait moins de temps avec eux, ce qui les a attristés. Ils l'invitaient sans cesse à leur rendre visite, organiser des diners de famille, mais la jeune fille trouvait toujours des excuses pour ne pas venir. L'un des moments clés de la vie de Cassandra a été sa rencontre avec Johnny Rider. Ce jeune homme, qui avait 2 ans de plus que Cassandra, lui a fait forte impression. Johnny était confiant et charismatique, mais sa réputation était douteuse pour beaucoup de ceux qui le connaissaient. Il a eu des démêlés avec la justice et son comportement inquiète souvent son entourage. Cependant, Cassandra voit en lui quelqu'un qui peut comprendre ses sentiments et la soutenir. Leur relation s'est rapidement développée et Johnny est rapidement devenu un élément important de la vie de Cassandra. Il alimente son sentiment de rébellion, encourage son indépendance et renforce son désir de s'éloigner de sa famille. Les grands-parents, lorsqu'ils ont appris l'existence de Johnny, se sont inquiétés. Ils ont essayé de parler à leur petite fille, de lui expliquer que ce jeune homme pouvait avoir une mauvaise influence, mais Cassandra n'a pas tenu compte de leurs avertissements. Elle s'est opposée à eux de plus en plus souvent, ce qui a entraîné une détérioration de leur relation. À la fin de l'année 2016, Cassandra avait presque complètement cessé de communiquer avec ses grands-parents. Elle a commencé à quitter la maison pendant des jours, à éviter les conversations et à cacher ses projets. Les proches ont essayé de comprendre ce qui se passait, mais la jeune fille était venue de plus en plus renfermée.
Cette situation a été particulièrement douloureuse pour Wendy et Randall, qui ont toujours cru en leur petite fille et n'ont voulu que le meilleur pour elle. Des amis de la famille se souviennent que sa grand-mère pleurait souvent, inquiète de la tournure que prenait la vie de Cassandra. Elle a essayé de trouver un terrain d'entente avec elle, en lui écrivant des lettres et en lui attribuant son aide, mais Cassandra n'a cessé de les repousser. Randall, qui a toujours été patient et réservé, commence lui aussi à remarquer que ses efforts pour renouer avec sa petite fille sont vains. Malgré la détérioration de leur relation, les grands-parents n'ont jamais perdu l'espoir que Cassandra revienne dans leur vie. Ils ont continué à lui laisser de la nourriture, à lui écrire des messages et à attendre qu'elle revienne leur rendre visite. Mais derrière cette apparence extérieure se cachaient des signes inquiétants. Les voisins ont commencé à remarquer que la maison de Björge était de plus en plus vide et que Cassandra et son jeune homme s'y rendaient séants. Ces changements dans le comportement de Cassandra sont restés inexpliqués pour son entourage. Le 8 avril 2007 a commencé comme une journée normale pour les habitants de Lawrenceville, en Géorgie. Rien ne laissait présager des problèmes, mais les événements de cette mainte ont changé à jamais la vie de la communauté locale et surtout de la famille Björge. Cette journée a été marquée par une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. La police du comté de Gwinnett a reçu un appel inquiétant de la part des parents de Wendy et Randall Björge, qui ne vivent pas dans l'État. L'inquiétude grandissait. Ils n'arrivaient pas à contacter le couple depuis plusieurs jours. Les petits-enfants et d'autres membres de la famille proche n'avaient pas non plus d'informations sur les allées et venues du couple âgé. La famille savait que Wendy et Randall avaient toujours été des personnes qui gardaient un contact régulier avec leurs proches, et ce silence prolongé semblait inhabituel. « Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis une semaine. Cela ne leur ressemble pas du tout », a raconté un membre de la famille dans son appel d'urgence. Craignant le pire, les proches ont demandé à la police de vérifier le domicile de Björge. Quelques minutes après l'appel, une patrouille s'est rendue au domicile de Björge. De l'extérieur, la maison semblait paisible. Un jardin bien entretenu, des fenêtres et une porte fermée. Aucun signe d'effraction ou de désordre. Les voisins n'avaient rien remarqué de suspect non plus. La police s'était déjà rendue à la maison à 2 reprises au cours des derniers jours, essayant d'entrer en contact avec Wendy et Randall, mais personne n'avait répondu à la porte. Cette fois-ci, les policiers ont décidé d'entrer. La porte de la maison ne semblait pas verrouillée. Les agents sont entrés, se méfiant de l'étrange silence qui régnait à l'intérieur. La première chose qui attire leur attention est l'absence totale de signes de lutte dans le salon. Cependant, au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la maison, les agents ont remarqué des signes indiquant que quelque chose avait mal tourné. La maison était étrangement vide. Aucun signe n'indiquait que les propriétaires avaient récemment vaqué à leurs occupations. Au premier étage de la maison, les policiers sont tombés sur une scène horrible. Dans la chambre à coucher, ils découvrent le corps de Randall Björge. Sa posture et ses blessures indiquent qu'il est mort de mort violente. Wendy a été retrouvée non loin de la chambre, dans le couloir. Son corps indique également une mort violente. Le sang sur le sol et les murs montrent que l'attaque a été brutale et soudaine. Les officiers ont immédiatement bouclé les lieux et appelé la police scientifique. La maison a été transformée en une scène où la brutalité a éclipsé toute logique. À première vue, il n'y avait aucun signe d'effraction, ce qui indique que l'agresseur aurait pu être une personne en qui le couple avait confiance. Depuis la découverte des corps de Wendy et Randall Björge, l'enquête s'est concentrée sur la découverte d'indices clés susceptibles de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Bien que les meurtres semblent élaborés et brutaux, plusieurs détails ont alerté la police, lui permettant d'émettre ses premiers soupçons. L'un des premiers détails qui attira l'attention des enquêteurs est le fait que la maison ne présentait aucune trace d'effraction. Les portes et les fenêtres sont restées intactes, ce qui laisse supposer que le tueur connaissait les victimes et qu'il avait accès à la maison. Il est possible qu'il ait ouvert la porte volontairement. Les officiers ont remarqué que Wendy et Randall, selon les voisins, étaient des personnes prudentes et laissaient rarement entrer des étrangers dans la maison. Cela a immédiatement réduit le nombre de suspects, car l'auteur du crime devait être suffisamment proche de la famille pour être autorisé à pénétrer à l'intérieur. Un autre élément alarmant est l'absence de la voiture de la famille. La voiture, qui était habituellement garée dans l'allée, n'était plus là. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que le tueur avait peut-être utilisé la voiture pour fuir les lieux ou pour brouiller les pistes.
Des recherches ont immédiatement été lancées pour retrouver le véhicule. 2 objets importants ont été trouvés sur les lieux, un couteau et une batte de baseball. Les 2 outils présentaient des traces de sang et des empreintes digitales qui ont été immédiatement envoyées pour examen médico-légal. Les experts ont supposé qu'il s'agissait des objets utilisés pour blesser les victimes. Ce qui a particulièrement alerté l'enquête, c'est que les armes du crime ont été laissées dans la maison. Cela pourrait indiquer l'inexpérience des auteurs ou leur désir de quitter rapidement la scène du crime sans prêter attention aux petits détails. Il n'y avait pas de signe évident de lutte dans la maison. L'emplacement des corps et l'environnement général suggèrent que l'attaque a été soudaine. Cela renforce la théorie selon laquelle les victimes connaissaient leur assassin et ne s'attendaient pas à une attaque. Néanmoins, les experts médico-légaux ont trouvé des traces de sang allant d'une pièce à l'autre. Cela indique qu'au moins un membre de la famille a pu tenter de s'échapper ou de résister. Ces détails ont confirmé la brutalité et le froid calcul des tueurs. Dans ce contexte, la police a commencé à enquêter sur le cercle social des victimes. Des parents et des connaissances ont indiqué que Wendy et Randall aidaient souvent leur petite fille Cassandra, qui vivait à proximité. Or, ces derniers mois, la petite fille avait un comportement étrange. Certains voisins se sont souvenus que Cassandra était apparue plusieurs fois chez les grands-parents à des heures tardives, ce qui semblait inhabituel. Un voisin a noté qu'il avait vu des lumières dans la maison des Bjorge la nuit précédant la découverte des cours verts, alors que normalement tout était déjà éteint à cette heure-là. Lorsque la police a tenté de contacter Cassandra, elle a constaté que son téléphone avait été éteint. Cela a renforcé les soupçons, car la jeune fille était habituellement en contact avec ses grands-parents, et sa disparition à un tel moment paraissait suspecte. Les enquêteurs ont commencé à examiner les motifs possibles du crime. L'une des principales versions est celle du vol, car de l'argent liquide était souvent entreposé dans la maison de Bjorge. Cependant, aucun signe de recherche d'objets de valeur n'a été relevé sur les lieux du crime, ce qui exclut le vol comme motif principal. Une autre hypothèse est celle d'un conflit au sein de la famille. Des proches ont déclaré à la police que les relations entre Cassandra et ses grands-parents s'étaient apparemment tendues. Cela pourrait être lié à son nouvel environnement et à son petit ami Johnny Rider, qui, selon des connaissances, avait eu des démêlés avec la justice. Lorsque la voiture disparue a été retrouvée près de la maison de la mère de Johnny, la police a concentré son attention sur les adolescents. L'examen de la voiture a révélé des traces de sang qui, selon les premiers résultats de la police scientifique, appartenaient à Randall Bjorge. C'est un tournant dans l'enquête, et les soupçons sur Cassandra et Johnny se renforcent. Les entretiens avec les voisins ont confirmé que le couple voyait souvent Johnny devant la maison de Bjorge, et à des moments où Cassandra n'était pas là. Cela laissait supposer que les adolescents avaient peut-être planifié le crime à l'avance. Dans un premier temps, les enquêteurs ont décidé d'examiner l'environnement de Cassandra et de Johnny. Il s'est avéré que les 2 adolescents avaient fréquenté des amis et des membres de leur famille avant le meurtre. Ces relations auraient pu les aider à remonter la piste. La police a procédé à une série d'interrogatoires à l'école de Sandra et parmi ses connaissances. L'une de ses amies, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré que la jeune fille était particulièrement silencieuse et nerveuse depuis quelques semaines. Elle disait que sa vie était sur le point de changer. Mais je pensais que c'était lié à l'école ou à sa relation avec Johnny, a-t-il noté. Les amis de Johnny ont fourni des informations similaires. L'un d'eux a déclaré qu'il parlait souvent de projet de quitter la maison et qu'il voulait repartir à zéro. Ces déclarations semblaient étranges, mais personne n'y a prêté attention à l'époque. Les enquêteurs ont examiné les appels téléphoniques et la correspondance des suspects. Ces données leur ont permis d'identifier la zone où ils auraient pu se cacher. L'un des amis de Johnny a indiqué l'avoir vu il y a quelques jours près d'un complexe d'appartements à Lawrenceville, en Géorgie. Cette information a incité la police à concentrer son attention sur cette zone. Il a été déterminé qu'un couple d'adolescents correspondant à la description de Cassandra et Johnny pourrait se trouver dans l'un des appartements du complexe d'appartements. Des voisins ont déclaré à la police qu'ils avaient entendu des bruits forts et qu'ils avaient vu le jeune couple entrer dans l'appartement il y a quelques jours. Ces informations ont permis aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition. Réalisant que les suspects pouvaient être armés et dangereux, la police a fait appel à une équipe SWAT pour mener l'opération.
La zone autour de l'appartement a été bouclée. La police a entamé des négociations, exigeant que les personnes à l'intérieur se rendent volontairement. Dans un premier temps, aucun bruit n'a été entendu en provenance de l'appartement. Mais au bout d'un moment, la police a entendu des mouvements. Cela pourrait signifier que les suspects ont compris qu'ils étaient encerclés et qu'ils se préparaient à passer à l'action. Alors que l'équipe du SWAT commençait à prendre d'assaut l'appartement, la police a été confrontée à un événement inattendu. Cassandra et Johnny, réalisant que leur arrestation était imminente, ont tenté de se suicider. Ils avaient sur eux des couteaux qu'ils ont utilisés pour se blesser. Cependant, la police n'a pas tardé à pénétrer dans les lieux et à empêcher d'autres tentatives de suicide. Cassandra et Johnny ont été immédiatement appréhendés et remis aux ambulanciers pour recevoir les premiers soins. Leur état a été jugé stable et, après le traitement de leurs blessures, ils ont été transférés dans un établissement médical pour une observation de 24. La police a inspecté minutieusement l'appartement où se cachaient les suspects. Plusieurs objets personnels susceptibles d'être utiles à l'affaire ont été trouvés. Parmi eux, des vêtements portant des taches ressemblant à du sang et plusieurs objets qui auraient pu être utilisés comme instruments de crime. Les téléphones des adolescents ont également été saisis en vue d'un examen plus approfondi. En outre, des notes ont été trouvées sur les murs de l'appartement, ce qui a suscité l'intérêt des enquêteurs. Il s'agit de phrases chaotiques reflétant une tension psychologique évidente. Par exemple, l'une d'entre elles se lit comme suit : « Nous l'avons fait parce que nous ne pouvions pas le faire. On a fait ça parce qu'on en pouvait plus. » Ces écrits constituent une preuve importante que les adolescents étaient conscients de leurs actes. Lorsque l'état de Cassandra Bjorge et de Johnny Rieder s'est stabilisé après la tentative de suicide, les médecins ont jugé que leur état de santé permettait le transport. La police les a immédiatement placés en garde à vue et les adolescents ont été transportés au poste de police pour un interrogatoire en bonne et due forme. Cassandra Bjorge s'est montrée renfermée dès le début. Pendant les premières heures, elle a refusé de parler. Son état a été décrit comme dépressif et son comportement comme nerveux. Les enquêteurs s'attendaient à ce qu'elle soit en état de choc, mais son avocat, commis d'office par sa famille, a assuré à la police qu'elle était prête à coopérer. Au début de l'interrogatoire, Cassandra a commencé à parler à contre-cœur de sa relation avec ses grands-parents. Elle les a décrits comme des personnes strictes mais aimantes, qui s'immisçaient souvent dans sa vie privée. Elle a expliqué qu'ils avaient récemment insisté pour qu'elle cesse de fréquenter Johnny Rieder, qu'ils considéraient comme une mauvaise influence. « Ils ont toujours pensé qu'ils savaient ce qui était le mieux pour moi », a déclaré Cassandra. Cependant, lorsqu'il s'est agi d'évoquer les événements survenus le jour du meurtre, elle s'est soudainement tue. Les enquêteurs ont remarqué que ses mains commençaient à trembler et que son regard devenait fuyant. Après un long silence, elle a dit calmement : « Je n'ai pas tout inventé, c'est lui qui l'a fait. » Cassandra a affirmé que Johnny avait pris l'initiative du crime. Elle a déclaré qu'elle avait peur de lui et qu'elle ne savait pas comment l'affronter. Elle a déclaré que Johnny lui avait répété que ses grands-parents les empêchaient d'être ensemble et l'avaient convaincu que la seule façon d'être libre était de se débarrasser d'eux. « Je ne voulais pas cela, mais il a dit que nous n'avions pas d'autre choix », s'est-elle écriée pendant l'entretien. Cassandra a également admis qu'elle se trouvait chez ses grands-parents le jour du meurtre, mais a affirmé qu'elle n'avait pas participé activement à l'agression. Elle a déclaré qu'elle ne faisait que regarder les choses se passer et qu'elle était trop frayée pour arrêter Johnny. Contrairement à Cassandra, Johnny Rieder a adopté une attitude agressive dès le départ. Lors des premières phases de l'interrogatoire, il a catégoriquement nié son implication dans le meurtre, affirmant qu'il était chez lui le jour de la tragédie. Pourtant, les enquêteurs disposaient déjà de déclarations de témoins l'ayant vu avec Cassandra, ainsi que d'indices trouvés sur la scène de crime, notamment des empreintes digitales et des traces biologiques. Lorsque les enquêteurs ont commencé à présenter les preuves, Johnny est devenu nerveux. Ses réponses sont devenues confuses et il a commencé à changer ses déclarations. « Je n'ai pas fait exprès. C'était son idée », a-t-il déclaré. Selon lui, Cassandra subissait une forte pression de la part de ses grands-parents et c'est elle qui a suggéré le plan d'attaque. Elle a dit qu'ils en avaient assez d'elle et qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça, a affirmé Johnny. Cependant, lorsque les enquêteurs ont tenté de savoir pourquoi il avait accepté, Johnny n'a pas pu donner de réponse claire. Les versions des événements de Cassandra et de Johnny sont pleines de contradictions.
Cassandra a affirmé qu'elle n'était pas impliquée dans le meurtre, alors que Johnny l'a accusée d'être à l'origine du projet. Les enquêteurs ont remarqué que les deux adolescents essayaient de se rejeter mutuellement la responsabilité, ce qui laisse supposer que leur coopération avait pris fin immédiatement après leur arrestation. Les enquêteurs ont commencé à poser des questions plus précises pour découvrir la vérité. Ils ont posé des questions sur les motivations, les instruments du crime et les détails des événements. Peu à peu, des circonstances plus claires sont apparues. Johnny a admis qu'il était en possession d'une batte de baseball au moment du meurtre, qu'il a utilisée pour l'attaque. Cassandra, pour sa part, a admis qu'elle se trouvait dans la pièce où l'agression a eu lieu, mais a affirmé qu'elle n'avait pas tenu l'arme. Les enquêteurs ont fait appel à des professionnels expérimentés pour travailler avec les jeunes délinquants. Les psychologues ont observé que Cassandra présentait des signes de stress importants, mais aussi des tentatives de justification de ses actes. Johnny, quant à lui, semble plus confiant, mais son assurance est ébranlée par le poids des preuves présentées. Au cours du deuxième interrogatoire, Cassandra a commencé à donner plus de détails. Elle a admis qu'elle avait aidé Johnny à s'introduire dans la maison en utilisant les clés qu'elle avait toujours en sa possession. En outre, elle a révélé qu'elle connaissait le plan à l'avance, mais qu'elle avait peur de dire non à Johnny. Ces aveux ont constitué la preuve essentielle sur laquelle s'est appuyée l'accusation. Cependant, l'enquête a révélé que le témoignage des adolescents pouvait avoir pour but d'atténuer leur propre responsabilité. Une enquête basée sur les preuves recueillies, les aveux et les témoignages a permis d'obtenir une condamnation à leur encontre. En 2018, un tribunal du comté de Gwinnett a commencé à entendre une affaire qui a choqué non seulement la communauté locale, mais le pays tout entier. Le meurtre de Wendy et Randall Bjorge par leur petite fille Cassandra et son petit ami Johnny Riday a suscité l'indignation générale. Pour beaucoup, il semblait incroyable que deux jeunes gens aient pu commettre un tel crime de sang-froid. Le procès a été l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête minutieuse et a donné à la famille des victimes l'occasion tant attendue de connaître la vérité. La préparation du procès a duré plusieurs mois. L'accusation a soigneusement monté le dossier pour prouver que les meurtres n'étaient pas un acte de violence spontané, mais un crime soigneusement planifié. Les procureurs ont insisté sur le fait que Cassandra et Johnny avaient non seulement planifié le meurtre, mais qu'ils avaient également fait preuve d'indifférence à l'égard des conséquences. Ils ont affirmé que le crime avait été commis avec un quel froid et du cynisme. Selon leur version, les adolescents ont délibérément choisi un moment où personne ne pouvait interférer avec leurs actions. L'un des éléments clés du dossier d'accusation est que les deux adolescents ont organisé une fête au domicile des victimes peu de temps après le meurtre, ce qui a mis en évidence leur indifférence. Cassandra et Johnny ont d'abord nié toute implication. Cependant, au cours de l'audience préliminaire, ils ont modifié leur témoignage. À ce stade, il est devenu évident que les preuves présentées étaient si convaincantes qu'il était inutile de nier les faits. Cassandra a plaidé coupable, faisant une déclaration pleine d'émotion. « Je réalise que mes actes sont irréversibles. Je regrette ce que j'ai fait, mais je sais que cela ne ramènera pas mes grands-parents. » Johnny Riday, quant à lui, a tenté d'atténuer son implication en affirmant à vie sous la pression de sa petite amie. Il a affirmé que Cassandra avait eu une grande influence sur lui et qu'elle était l'instigatrice de tout le plan. Le procès a entendu des dizaines de témoins, y compris des parents des victimes, des amis des accusés et des représentants des forces de l'ordre. Chacun d'entre eux a donné un récit différent des détails du crime et de ses conséquences. Les membres des familles de Bjorge et Riday ont décrit le choc et le chagrin causés par la tragédie. Le père de Cassandra, qui a maintenu une relation étroite avec ses parents, a exprimé sa perplexité quant à la façon dont sa fille a pu commettre un tel crime. Il s'est souvenu des réunions de famille et des moments où Cassandra n'était qu'une petite fille entourée de l'amour de ses grands-parents. Wendy et Randall étaient la lumière dans nos vies. Ils ont pris soin de Cassandra comme personne d'autre ne faire. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable d'une telle chose, a-t-il déclaré au tribunal. Les avocats de la défense ont tenté de présenter les accusés sous un jour différent. Ils ont invoqué l'âge des accusés, leur état psychologique et leur consommation de drogue. Les avocats de Cassandra ont soutenu que son état émotionnel au moment du crime était instable et qu'elle n'était pas consciente de toutes les conséquences de ses actes. La défense de Johnny, quant à elle, s'est articulée autour de sa dépendance à l'égard de Cassandra. Les avocats de la défense ont fait valoir qu'il avait été entraîné dans le crime par la pression exercée par Cassandra
et qu'il n'était pas en mesure de prendre une décision indépendante. Après des semaines d'audience et un examen approfondi des preuves, le jury a rendu son verdict. Cassandra Bjorge et Johnny Ryder ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, notamment d'homicide volontaire au premier degré, d'entrave à la justice et de dissimulation de preuves. Lors de la détermination de la peine, le juge a souligné la brutalité particulière du crime. Vos actes ont détruit non seulement la vie de vos victimes, mais aussi la confiance qu'elles avaient en vous. C'est un acte de trahison qui a ébranlé toute la communauté. Les deux accusés ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.